Si vous faites tomber une petite trombone en acier dans un verre d'eau, elle coule instantanément. Maintenant, imaginez un navire de guerre, construit avec des milliers de tonnes du même métal, flottant paisiblement sur l'océan. La comparaison semble absurde. Comment une chose si minuscule peut-elle couler alors qu'un titan d'acier reste à la surface? Cette question a tourmenté l'humanité pendant des siècles. Pour comprendre, il vous suffit de vous abonner et de plonger avec nous dans le monde fascinant de l'ingénierie navale. Tout commence par une loi physique antique, découverte par Archimède en Grèce ancienne. Il a établi que tout corps plongé dans l'eau subit une force dirigée vers le haut. Cette force, appelée la poussée d'Archimède, est égale au poids du volume d'eau déplacé par le corps. Si cette poussée est supérieure au poids de l'objet, il flotte. Si elle est inférieure, il coule. Cela paraît simple, mais c'est ici que réside le secret de la flottabilité de l'acier. Imaginez un cube d'acier plein de 1 mètre cube. Son poids est d'environ 8 tonnes, alors que la masse d'eau qu'il déplace n'est que d'1 tonne. Le résultat est sans appel. Le cube est trop lourd et coule inévitablement. Maintenant, remplacez ce cube par la coque d'un navire. Bien que la coque soit en acier, son intérieur est creux et rempli d'air. Grâce à cela, la densité moyenne de toute la structure, c'est-à-dire le rapport entre sa masse totale et le volume qu'elle occupe sous l'eau, devient bien inférieure à celle de l'eau. Voici la première grande révélation. Ce n'est pas le matériau qui compte, mais le rapport entre la masse et le volume. Cependant, flotter ne suffit pas. Un navire doit le faire de manière sûre, stable et efficace. C'est là que la forme de la coque entre en jeu. Pour un cargo, la coque est large et profonde. Elle déplace des volumes d'eau colossaux sans s'enfoncer excessivement. Cette forme permet de transporter des milliers de tonnes de marchandises d'un continent à l'autre. À l'inverse, pour un bateau rapide, la coque est conçue pour glisser sur la surface lors de l'accélération. À haute vitesse, l'eau crée des forces dynamiques qui soulèvent le navire, réduisant ainsi la traînée. Deux navires totalement différents, mais utilisant le même principe physique. Enfin, parlons de la stabilité. Ce n'est pas parce qu'un bateau flotte qu'il ne peut pas chavirer. Tout dépend de la position relative de 2 points invisibles, le centre de gravité et le centre de poussée. Le centre de gravité est l'endroit où se concentre le poids du navire, tandis que le centre de poussée est déterminé par le volume d'eau déplacé et se déplace lorsque la coque s'incline. Si la coque est bien conçue, l'interaction entre ces 2 points crée une force qui redresse automatiquement le navire lorsqu'il penche. Si la structure d'un navire est compromise, le moindre déplacement de poids peut devenir fatal. La manière dont sont réparties les marchandises ou le carburant à bord détermine si le voyage sera paisible ou s'il finira en catastrophe. Le plus grand danger est ce qu'on appelle l'effet de carène liquide ou effet de surface libre. Imaginez un réservoir à l'intérieur du navire, à moitié rempli d'eau. Lorsque le bateau s'incline sous l'effet d'une vague, le liquide se déplace instantanément du même côté, déplaçant ainsi le centre de gravité. Ce mouvement réduit brutalement la stabilité et peut littéralement faire chavirer le navire. C'est pourquoi, sur les navires modernes, les réservoirs sont divisés en de multiples compartiments étroits pour empêcher le liquide de se balancer librement. Une autre mesure de sécurité essentielle est le compartimentage étanche de la coque. Depuis le 19e siècle, les navires sont construits avec des cloisons étanches qui isolent des sections entières à l'intérieur. Si une collision provoque une brèche dans la coque, l'eau ne remplit pas tout le navire d'un coup, mais seulement le compartiment endommagé. Tant que les autres sections restent sèches et pleines d'air, le navire conserve sa flottabilité. Le Titanic possédait déjà un tel système, mais l'iceberg a déchiré trop de compartiments à la fois. Cette tragédie a changé à jamais les normes de sécurité. Aujourd'hui, un paquebot moderne est pratiquement insubmersible par une simple brèche. Mais il existe des navires qui manipulent la loi d'Archimède à leur guise, les sous-marins. Ce sont les maîtres de la densité. Leurs coques cachent d'énormes ballasts. Pour plonger, on les remplit d'eau de mer. La densité du sous-marin augmente et il s'enfonce dans les profondeurs. Pour faire surface, on chasse l'eau avec de l'air comprimé. Le sous-marin devient plus léger que l'eau et remonte. Le monde maritime regorge de navires incroyables. Il existe des transporteurs semi-submersibles, des géants qui s'enfoncent sous l'eau pour charger d'autres navires sur leurs ponts. Il y a les brise-glaces qui utilisent leur masse colossale pour se hisser sur la glace et la briser sous leur propre poids. Et n'oublions pas les navires à ailes porteuses, les hydroptères, qui volent littéralement au-dessus des vagues. Tout cela est le triomphe de l'intelligence humaine. Basé sur une loi physique découverte dans une baignoire il y a plus de 2000 ans.
Nous avons appris à faire flotter l'acier, mais l'océan dicte toujours ses règles. D'ailleurs, en parlant de règles, saviez-vous que même si un tel géant possède un moteur de 100 000 chevaux sous le capot, sa vitesse dépasse rarement celle d'un simple vélo? Pourquoi une puissance aussi monstrueuse ne rend-elle pas le navire plus rapide? Et pourquoi les capitaines ralentissent-ils volontairement? J'ai tout expliqué en détail dans ma vidéo précédente. Allez la voir si vous voulez comprendre comment l'économie l'emporte sur la vitesse.